Le dollar américain est la monnaie dominante à l'échelle mondiale depuis près d'un siècle. Cela a conféré aux États-Unis beaucoup de pouvoir politique et économique, y compris ce que l'on appelle son privilège exorbitant. Les États-Unis peuvent accumuler d'énormes déficits commerciaux, et les travailleurs d'autres pays doivent travailler dur pour produire des biens et des services qu'ils exportent vers les États-Unis. Et tout ce que les États-Unis ont à faire pour importer cela, c'est simplement imprimer des dollars américains. Alors que la plupart des pays subiraient une inflation très importante s'ils devaient accumuler de tels déficits au fil du temps, les États-Unis ne connaissent pas une inflation aussi élevée parce qu'il existe une demande mondiale pour le dollar américain. C'est le privilège exorbitant du dollar américain, et cela a profité aux élites économiques des États-Unis. Cependant, de plus en plus, surtout au XXIe siècle, le gouvernement américain a abusé de ce privilège exorbitant et a transformé le dollar en une arme géopolitique. Les États-Unis ont imposé des sanctions unilatérales à un tiers de tous les pays de la planète, ce qui inclut 60% des nations à faible revenu. C'est une forme de guerre économique. Ces sanctions violent le droit international, car elles ne bénéficient pas du soutien des Nations Unies. Et pourtant, les États-Unis ont utilisé leur contrôle sur la monnaie de réserve mondiale pour tenter d'exclure certains pays du système financier international, qui est en grande partie dominé par les États-Unis. Cela a conduit à une résistance croissante et à un mouvement mondial de pays qui militent pour la dédollarisation, cherchant des alternatives au dollar américain. De nombreux pays du Sud global, auparavant colonisés par les puissances occidentales, se sont regroupés au sein de nouvelles organisations, la plus célèbre étant les BRICS, fondées par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et ces pays du Sud global se détournent du dollar, créant des alternatives au dollar américain. Ils commercent entre eux en utilisant leur monnaie locale. Il existe même des discussions sur la création potentielle d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale pour remplacer le dollar américain. Cela serait un processus complexe qui prendrait de nombreuses années à se mettre en place, mais il y a de plus en plus de discussions à ce sujet dans le monde aujourd'hui. Et un pays qui a joué un rôle très important dans le mouvement mondial de dédollarisation est l'Iran. L'Iran vend de plus en plus de son pétrole et de son gaz, non pas en dollars américains, mais dans d'autres devises, en particulier la monnaie chinoise, le renminbi ou yuan. Et cela a vraiment effrayé les États-Unis, qui essaient de maintenir la domination mondiale du dollar américain, et depuis des décennies, le gouvernement américain a tenté de forcer les grands producteurs de pétrole à ne vendre leur pétrole qu'en dollars américains. C'est particulièrement le cas pour les monarchies du Golfe Persique, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, car ces pays exportent beaucoup de pétrole et de gaz, ce qui signifie qu'ils gagnent beaucoup de devises étrangères, en particulier des dollars américains, parce que les États-Unis ont imposé un système de pétrodollars à la région dans les années 1970, forçant ces pays à vendre leur pétrole et leur gaz en dollars, ce qui maintient la demande mondiale pour le dollar américain. Cependant, ces dernières années, les pays du Golfe Persique se sont rapprochés de plus en plus de la Chine, qui est leur plus grand partenaire commercial, et même l'Arabie Saoudite parle désormais de vendre son pétrole dans la monnaie chinoise, le renminbi ou yuan, ce qui porterait un coup majeur à la domination mondiale du dollar américain. Même ses alliés de longue date des États-Unis constatent que le dollar a été politisé et ils craignent d'être les prochains pays à être visés par les sanctions américaines, car jusqu'à récemment, la plupart des pays qui tentaient de défier le dollar américain étaient ceux qui avaient été ciblés par les États-Unis pour des interventions, des changements de régime et des guerres. Le peuple iranien a souffert sous le coup de sanctions américaines illégales pendant des décennies, depuis la révolution iranienne de 1979. De la même manière, depuis que le peuple cubain a mené une révolution contre un dictateur de droite soutenu par les États-Unis en 1959, les États-Unis ont tenté d'asphyxier l'économie cubaine avec un blocus, un embargo qui viole le droit international. Et chaque année, à l'Assemblée générale des Nations unies, presque tous les pays du monde, systématiquement, 98% des États membres de l'ONU votent contre ce blocus américain illégal, et pourtant il continue. Ainsi, Cuba et l'Iran sont deux pays qui ont tous deux souffert d'une guerre politique menée par les États-Unis pendant de nombreuses décennies. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride, où les États-Unis mènent de nombreux types de guerres indirectes, y compris la guerre politique,
la guerre économique, la guerre technologique, la guerre de l'information. Et sous la présidence de Donald Trump, cela s'est transformé en une guerre militaire conventionnelle, les États-Unis et Israël bombardant directement l'Iran sur son territoire en violation de sa souveraineté. Mais tout cela n'a pas commencé avec Donald Trump. Cela remonte à de nombreuses décennies et nous avons vu que, quel que soit le président des États-Unis, qu'il soit républicain ou démocrate, ils ont mené ces politiques très agressives contre l'Iran. En réalité, cela remonte même à avant la révolution iranienne. En 1953, la CIA a soutenu un coup d'État qui a renversé le premier ministre iranien démocratiquement élu, Mohammad Mossadegh, et les États-Unis ont mis au pouvoir le tristement célèbre Shah, le roi. C'était un dictateur brutal qui a gouverné d'une main de fer de 1953 jusqu'à la révolution de 1979. Et l'une des principales raisons de ce coup d'État soutenu par l'Occident en Iran en 1953 était que Mohammad Mossadegh, le premier ministre élu, était un nationaliste de gauche et il avait nationalisé les réserves de pétrole en Iran. Il a expulsé les compagnies pétrolières américaines et britanniques et a déclaré que le pétrole de l'Iran appartenait au peuple iranien et il voulait utiliser les ressources naturelles de l'Iran pour développer le pays. Cela a mis en colère les compagnies pétrolières occidentales et, bien sûr, les politiciens américains financés par les grandes compagnies pétrolières, alors ils ont organisé ce coup d'État. Et ce que cela démontre, c'est à quel point l'industrie pétrolière a toujours été extrêmement politique. On ne peut pas comprendre le marché mondial du pétrole sans comprendre la géopolitique. Et aujourd'hui, je vais expliquer comment l'Iran, depuis la révolution de 1979, a compris le pouvoir du pétrole et a utilisé le pétrole comme un outil géopolitique pour défier les États-Unis. Aujourd'hui, l'Iran est un pays majeur. Il compte plus de 90 millions d'habitants et c'est l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz naturel. Et le gouvernement iranien a utilisé sa position sur le marché mondial du pétrole et du gaz pour promouvoir la dédollarisation, contester la domination du dollar américain et remettre en cause la suprématie politique des États-Unis dans son ensemble. L'ancien président iranien, Ebrahim Raïssi, aujourd'hui décédé, l'a exprimé très clairement. Il a appelé les pays du Sud global à commercer dans leur propre monnaie locale et non en dollars américains et il a déclaré, je cite, « L'hégémonie du monde occidental contribue à l'hégémonie du dollar. Afin de créer un nouvel ordre économique, il est nécessaire d'éliminer cet instrument d'hégémonie dans la pratique mondiale, d'utiliser les monnaies nationales dans les règlements entre pays. » Fin de citation. En 2024, l'Iran est officiellement devenu membre à part entière des BRICS et le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a déclaré que les BRICS devraient être une plateforme pour la dédollarisation mondiale. Khamenei a déclaré que les pays du Sud global sont beaucoup trop dépendants du dollar américain, ce qui renforce l'hégémonie des États-Unis, et il a dit, je cite, « Le but est que les membres des BRICS omettent le dollar américain des échanges commerciaux autant que possible. Ce serait une tâche grande et importante. » Fin de citation. Le gouvernement iranien a même déclaré qu'il soutiendrait la création d'une nouvelle monnaie des BRICS pour régler les déséquilibres commerciaux à l'échelle mondiale, bien que, là encore, cela soit un processus long et complexe. Cela n'en est encore qu'à ses débuts et fait seulement l'objet de débats et de discussions. Aucune étape concrète n'a encore été franchie. Mais à court terme, l'Iran et d'autres pays des BRICS dédollarisent déjà leur commerce international en utilisant des monnaies locales, des monnaies nationales dans leurs échanges avec leurs partenaires commerciaux bilatéraux. Par exemple, l'Iran et la Russie ont dédollarisé presque la totalité de leur commerce bilatéral. De plus, l'Iran et l'Inde, qui est également membre des BRICS, travaillent à la dédollarisation de leur commerce bilatéral. Ainsi, l'Iran vend du pétrole et du gaz à l'Inde, et ils règlent leurs échanges en utilisant le rial iranien et la roupie indienne, en se passant du dollar américain. L'Inde peut donc exporter des produits agricoles vers l'Iran, et en gros, ce qu'ils font, c'est que l'Iran échange son pétrole contre ses produits agricoles indiens. Et le principal partenaire commercial de l'Iran est la Chine. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde. C'est une superpuissance manufacturière. Elle compte 1,4 milliard d'habitants. Elle a donc besoin de beaucoup d'énergie, et la Chine est devenue le premier acheteur de pétrole iranien.
et la Chine paie ce pétrole non pas en dollars américains, mais avec sa propre monnaie, le renminbi, également appelé yuan. Cela a permis à l'Iran et à la Chine de contourner les sanctions unilatérales occidentales. Les États-Unis ont imposé des sanctions très agressives à l'Iran ainsi qu'à la Chine. Ces sanctions violant le droit international, car elles n'ont pas l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elles ont dévasté l'économie iranienne. L'Iran cherche donc constamment des moyens de contourner le système financier dominé par les États-Unis, ce qui l'a encore plus incité à rechercher des alternatives au dollar américain et à soutenir un mouvement mondial croissant de dédollarisation. Et l'Iran est un acteur important sur les marchés mondiaux de l'énergie. L'Iran est à égalité avec l'Irak et la Chine en tant que 5e plus grand producteur de pétrole au monde, et il est le 3e producteur mondial de gaz naturel. Et ce qui inquiète vraiment les États-Unis, c'est que d'autres pays du Golfe Persique pourraient commencer à faire exactement ce que fait l'Iran, c'est-à-dire vendre leur pétrole et leur gaz dans d'autres devises, et non plus en dollars américains. En fait, cela se produit déjà. Les Émirats arabes unis ont vendu du gaz naturel liquéfié, GNL, à la Chine en yuan et non en dollars. Et l'Arabie saoudite, qui a historiquement été l'un des producteurs de pétrole les plus importants au monde, même l'Arabie saoudite est également en pourparlers avec la Chine pour vendre son pétrole dans la monnaie chinoise, le yuan, ce qui porterait un coût énorme au système du pétrodollar américain. Qu'est-ce que le système du pétrodollar ? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter à août 1971, lorsque le président américain Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or, car avant cela, lors de la conférence de Bretton Woods de 1944 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le dollar américain était indexé sur l'or à un taux de change fixe de 35 $ pour une once d'or. Nixon y a mis fin. Et depuis 1971, le dollar américain est une monnaie fiduciaire à taux de change flottant librement. Cela signifie que la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises fluctue constamment à la hausse et à la baisse sur le marché des changes. Et dans les années 1970, il y avait beaucoup d'inflation aux États-Unis et le pays cherchait un moyen de stabiliser la valeur du dollar pour faire baisser l'inflation. Cela s'est particulièrement accentué après l'embargo pétrolier de l'OPEP en 1973, qui a provoqué une envolée des prix du pétrole. Et en 1974, l'inflation aux États-Unis a atteint 11%, un record à l'époque. En 1973, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, a lancé un embargo pétrolier contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux en raison de leur soutien à Israël, qui occupait illégalement des territoires palestiniens, égyptiens, syriens et jordaniens. N'oublions pas que les années 1970 étaient une période très révolutionnaire, marquée par des luttes de libération nationale anticoloniale à travers le monde. Ainsi, le Sud global s'est uni et a utilisé son pouvoir sur le marché mondial du pétrole pour faire du pétrole une arme géopolitique contre les puissances coloniales occidentales. Et cet embargo a immédiatement provoqué plus que le doublement du prix du pétrole et, dans les années qui ont suivi, au milieu de toutes les turbulences géopolitiques, entre 1973 et 1981, le prix du pétrole a été multiplié par 5. Ce fut une crise majeure et c'est l'une des raisons très importantes des taux d'inflation extrêmement élevés aux États-Unis et dans de nombreux autres pays à travers le monde dans les années 1970. Et d'ailleurs, 1 an et demi après l'embargo pétrolier de l'OPEP, le dirigeant de cet embargo a été assassiné. Il s'agissait du roi Faisal d'Arabie Saoudite, qui était très pro-palestinien et très en colère contre l'occupation par Israël du territoire palestinien ainsi que de celui d'autres pays arabes voisins. C'est donc lui qui, en tant que roi d'Arabie Saoudite, qui était à l'époque le leader de facto de l'OPEP, a supervisé l'embargo pétrolier de l'OPEP et 1 an et demi plus tard, il a été assassiné. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que l'embargo pétrolier de l'OPEP a été un véritable électrochoc pour les pays impérialistes occidentaux qui avaient colonisé la majeure partie du monde. Cela leur a montré que le Sud global, qui produisait la majorité du pétrole mondial, pouvait s'unir et, grâce à l'OPEP, utiliser son influence dans l'industrie pétrolière mondiale pour infliger des dommages importants aux économies occidentales.
Ainsi, en 1974, un an après l'embargo pétrolier de l'OPEP, l'administration de Richard Nixon a élaboré un plan pour créer le système du pétrodollar. Et que s'est-il passé? En 1974, Nixon a envoyé le secrétaire au Trésor américain, William Simon, surnommé Bill Simon, en Arabie Saoudite pour conclure un accord. Voici comment Bloomberg a décrit leur objectif. Citation: « Neutraliser le pétrole brut en tant qu'arme économique et trouver un moyen de persuader un royaume hostile, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, de financer le déficit croissant de l'Amérique grâce à sa nouvelle richesse en pétrodollars. » Fin de citation. Et Nixon a clairement indiqué qu'il n'était pas question de revenir les mains vides. Cette stratégie n'a pas seulement été élaborée par Nixon, mais aussi par son tout-puissant secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger. Ainsi, Kissinger et Nixon ont envoyé le secrétaire au Trésor, Bill Simon, en Arabie Saoudite. Qui était William Simon? C'était un vétéran de Wall Street qui avait dirigé le desk de trading d'obligations du Trésor pour la grande banque d'investissement new-yorkaise Salomon Brothers. Et à Jeddah, en Arabie Saoudite, en 1974, voici l'accord qu'il a conclu avec les Saoudiens. Je lis ici un extrait de Bloomberg. Citation: « Simon, mieux que quiconque, comprenait l'attrait de la dette publique américaine et savait comment convaincre les Saoudiens que l'Amérique était l'endroit le plus sûr pour placer leurs pétrodollars. » Fin de citation. Et plus loin, citation: « Le cadre de base était remarquablement simple. Les États-Unis achèteraient du pétrole à l'Arabie Saoudite et fourniraient au royaume une aide et un équipement militaire. En retour, les Saoudiens réinvestiraient des milliards de leurs revenus pétrodollars dans les bons du Trésor et financeraient les dépenses américaines. » Fin de citation. Cela a été clairement expliqué par l'économiste Michael Hudson, un bon ami de l'émission, dans son livre Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire. Il a expliqué comment, avec la guerre de Corée puis la guerre des États-Unis contre le Vietnam, les États-Unis ont commencé à enregistrer un déficit croissant de leur compte courant, c'est-à-dire un déficit de la balance des paiements. Les États-Unis importaient de plus en plus et exportaient de moins en moins. Et Michael Hudson a expliqué, avec toutes les données à l'appui, que la raison en était l'Empire américain, les guerres qu'il menait à travers le monde. Le déficit de la balance des paiements était dû aux dépenses militaires mondiales des États-Unis pour maintenir cet empire avec des bases militaires étrangères partout dans le monde. Ainsi, après que Nixon a mis fin à l'arrimage du dollar américain à l'or, la manière dont il a maintenu la demande mondiale pour le dollar a été de forcer les monarchies du Golfe Persique, en particulier l'Arabie Saoudite, mais aussi plus tard les Émirats Arabes Unis, le Qatar et d'autres, à vendre leur pétrole et leur gaz en dollars américains. Ce qui signifie que les pays du monde entier qui ont besoin d'importer du pétrole et du gaz doivent avoir accès au dollar. Cela maintient la demande mondiale pour le dollar américain et a permis aux États-Unis d'accumuler des déficits courants et des déficits commerciaux de plus en plus importants avec le reste du monde, pendant des décennies, alors que la plupart des pays subiraient une grave crise monétaire si cela leur arrivait. Leur monnaie chuterait fortement face au dollar et ils connaîtraient une hyperinflation. La raison pour laquelle cela n'arrive pas aux États-Unis, c'est qu'il existe une demande mondiale pour le dollar américain, car les pays ont besoin du dollar pour payer leurs importations, non seulement de pétrole et de gaz, mais aussi de nombreuses autres matières premières et autres importations, puisque le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Et aussi parce que d'autres pays qui ont des excédents courants, des excédents commerciaux avec le reste du monde, recyclent les dollars excédentaires qu'ils obtiennent du commerce dans la dette publique américaine, les titres du Trésor américain et d'autres actifs américains. Ainsi, au cœur du privilège exorbitant dont bénéficient les États-Unis en imprimant la monnaie de réserve mondiale, se trouve le système du pétrodollar, et en particulier le fait que les monarchies du Golfe Persique vendent leur pétrole et leur gaz en dollars. Donc, le fait que l'Iran et les Émirats arabes unis vendent déjà du pétrole et du gaz à la Chine en yuan est très préoccupant du point de vue de l'Empire américain. Et Washington craint particulièrement la possibilité que l'Arabie saoudite fasse de même. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite joue toujours un rôle très influent sur le marché mondial du pétrole en tant que producteur d'ajustement, car la compagnie pétrolière nationale saoudienne, Saudi Aramco, est connue pour être utilisée comme un outil politique.
lorsque Riyad souhaite atteindre un certain objectif, elle peut augmenter ou réduire sa production de pétrole afin d'influencer le prix du pétrole sur le marché mondial. Et l'Arabie saoudite reste un acteur majeur au sein de l'OPEP. Ainsi, les États-Unis sont très préoccupés par la possibilité que l'Arabie saoudite s'éloigne du pétrodollar et se tourne potentiellement vers le pétro-yuan ou, à tout le moins, vende son pétrole dans différentes devises avec différents partenaires commerciaux. En fait, en 2023, le Wall Street Journal a publié un article qui exposait les exigences que l'administration Biden avait imposées à l'Arabie saoudite dans le cadre d'un plan visant à favoriser un rapprochement avec Israël. Les États-Unis faisaient pression sur l'Arabie saoudite pour qu'elle reconnaisse officiellement Israël et qu'elle abandonne les Palestiniens. Et selon ce rapport, le gouvernement américain avait deux principales exigences. Premièrement, l'Arabie saoudite devait rompre ses liens étroits avec la Chine. Et deuxièmement, l'Arabie saoudite devait donner l'assurance qu'elle vendrait son pétrole en dollars et non en yuan chinois. Le Wall Street Journal a écrit, je cite, « L'administration Biden cherche à obtenir des assurances de l'Arabie saoudite selon lesquelles elle prendra ses distances, sur le plan économique et militaire, avec la Chine. » Des responsables ont déclaré que les États-Unis pourraient demander à l'Arabie saoudite de garantir qu'elle n'autorisera pas la Chine à construire des bases militaires dans le royaume. Les négociateurs pourraient également chercher à limiter l'utilisation par l'Arabie saoudite de technologies développées par Huawei, l'entreprise chinoise, et à obtenir des assurances que Riyad utilisera des dollars américains et non la monnaie chinoise pour fixer le prix des ventes de pétrole. Fin de citation. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, j'ai une autre vidéo ainsi qu'un article spécifiquement consacré à ce thème dont je mettrai les liens dans la description ci-dessous. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis mènent une guerre contre l'Iran en tant que menace pour les autres pays de la région, leur faisant comprendre que si vous agissez de manière trop indépendante comme l'Iran, si vous vous rapprochez trop de la Chine et de la Russie, si vous vendez votre pétrole et votre gaz dans d'autres devises et remettez en cause le pétrodollar, vous en subirez les conséquences. Les États-Unis punissent l'Iran, mènent une guerre contre l'Iran et disent à l'Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, qui ont historiquement été des régimes clients des États-Unis, tout comme l'Iran l'était avant la révolution de 1979 sous le Shah, que les États-Unis leur disent « N'essayez pas d'imiter ce que fait l'Iran, sinon vous serez le prochain Iran ». Donc je pense que tout ce contexte est très important pour comprendre pourquoi les États-Unis ont été si désespérés de mener un changement de régime en Iran. En fait, le président Donald Trump a admis que l'objectif est le changement de régime, renverser le gouvernement révolutionnaire à Téhéran. Or, cela n'est pas propre à Trump. C'est une politique bipartisane depuis des décennies. Et encore une fois, l'une des raisons, une raison importante, est que l'Iran a été une voix majeure dans le Sud global, plaidant pour des alternatives à l'hégémonie impériale des États-Unis, défiant l'Empire américain et, en particulier, contestant le système financier dominé par les États-Unis. Et le cœur de ce système financier dominé par les États-Unis, c'est le dollar, qui garantit ce privilège exorbitant ayant enrichi les élites capitalistes américaines, devenues milliardaires, et qui ne veulent pas que ce système change parce qu'il leur profite. Je ne dis donc pas que c'est la seule raison pour laquelle les États-Unis essaient de mener un changement de régime en Iran. Il y a de nombreux autres facteurs. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les autres raisons et le reste du contexte historique, je mettrai dans la description ci-dessous un lien vers une autre longue vidéo que j'ai réalisée, expliquant pourquoi les États-Unis veulent un changement de régime en Iran. Sur ce, je vais conclure. Je suis Ben Norton, je suis le rédacteur en chef du Geopolitical Economy Report. Je tiens à remercier tout le monde de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci de liker et de vous abonner. Merci de partager cette vidéo, je vous retrouve la prochaine fois.